Bienvenue à tous. Nous allons aborder ce sujet ô combien crucial de la dictature des marchés financiers, si tant est qu'il y ait dictature des marchés financiers. Alors c'est un phénomène qu'on peut dater à peu près précisément du début des années 80, avec la remontée des taux américains qui a redonné le pouvoir au marché, le réveil des actionnaires et puis les big bangs successifs que nous avons connus dans tous les grands pays occidentaux sur les marchés financiers. Mais maintenant, voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis la crise? Est-ce que cette dictature continue? Pour le bien de qui? Eh bien, je laisse la parole à Jean-Paul Paulin du Cercle des économistes qui va nous cadrer très précisément les contours des propos de nos speakers. Oui, merci Emmanuel. Le titre un peu provocateur de cette session laisse entendre qu'il pourrait y avoir des contradictions entre d'un côté le secteur financier et de l'autre ce qu'on appelle l'économie réelle, c'est-à-dire au fond les autres secteurs, les secteurs industriels notamment. En particulier, il pourrait y avoir ce choc des temps entre le temps de la finance, les objectifs de la finance et ceux de l'économie réelle. À ce propos, d'ailleurs, il a déjà été dit hier, et pour une bonne part, j'approuve ces idées, que derrière cette crise financière, il peut y avoir d'autres déséquilibres. Il peut y avoir d'autres acteurs. On a évoqué notamment les inégalités, on a pu évoquer également les déséquilibres commerciaux au niveau international. On a pu évoquer également l'idée que la finance avait à un moment donné, dans les 10 années qui ont précédé la crise, a stimulé en quelque sorte une croissance qui paraissait insuffisante, une croissance potentielle qui paraissait insuffisante. Donc tout cela est vrai, cela dit, ce n'est pas une raison pour exonérer totalement les dysfonctionnements financiers de ce qui s'est passé durant les 6 dernières années que nous venons de vivre. Alors je pense en réalité que derrière cette idée de dictature de la finance ou dysfonctionnement de la finance, il y a en réalité deux choses, deux points assez différents. Le premier concerne la taille du secteur financier. Il se dit que le secteur financier a aujourd'hui atteint une taille sans doute excessive parce que cette hypertrophie se traduit par une ponction sur le reste de l'économie en termes de coûts de fonctionnement, et peut-être aussi parce que cette taille excessive de la finance induit des risques, et on a été jusqu'à dire que passer un certain niveau de taux d'endettement, eh bien, ceci pourrait conduire à une fragilité plus grande de l'économie et accroître, au fond, la probabilité de crise. Alors, je parle de taux d'endettement, mais le taux d'endettement, c'est une mesure peut-être un peu facile que l'on retient souvent pour mesurer la taille de la finance, mais en réalité, la finance s'est accrue également au niveau des marchés de dérivés tout particulièrement, mais les marchés d'une façon générale, au niveau de la taille de certaines banques qui est devenue peut-être excessive, en tout cas potentiellement systémique. Dès lors, il est évident qu'il y a derrière un potentiel de régulation de cette finance, dans la mesure où il est difficile de croire aujourd'hui à l'autorégulation de la finance. C'est clair qu'il y a des défaillances de marché dans ce secteur, il y a des imperfections de marché qui trouvent leur source dans les asymétries d'information et dans des externalités qui sont des imperfections de marché relativement classiques, d'où effectivement quel type de régulation, de façon à garder l'efficacité du secteur financier sans en avoir la fragilité. Ça, c'est le premier argument. Il y a un deuxième argument qui concerne, dont la critique consiste à dire les objectifs que la finance imprime sur les autres acteurs de l'économie, j'entends les entreprises d'abord et les États éventuellement, c'est cette influence qu'imprime la finance se fait sur la base de critères financiers et de surcroît de critères financiers de court terme, probablement de trop court terme. Ce court-termisme a été déjà maintes fois dénoncé. Il l'a été notamment
lors de la précédente crise, je veux dire la crise de l'éclatement de la bulle Internet, où on avait beaucoup à l'époque parlé de gouvernance d'entreprise. On s'était interrogé sur les dysfonctionnements que les marchés induisaient du point de vue de la gouvernance de ces entreprises. Le problème est toujours posé, c'est-à-dire effectivement, est-ce que ce court-termisme ne va pas à l'encontre du développement des stratégies d'entreprise, et est-ce que ce court-termisme aussi ne contraint pas les États dans leurs nécessaires ajustements budgétaires, c'est-à-dire est-ce qu'ils n'obligent pas les États à des ajustements trop rapides. Donc cette question également est en effet au centre de la critique du secteur du système financier, et ceci appelle également une forme de régulation évidemment très différente de la précédente, une forme de régulation d'ailleurs plus compliquée, parce que la question n'est pas seulement d'ailleurs des entreprises et des États qui font appel au marché. Il se trouve aussi que les entreprises dépendantes pour leur financement des banques se trouvent au fond dans une situation un peu analogue, dans la mesure où les banques, elles-mêmes dépendantes de ce court-termisme, ont tendance à répercuter par un comportement de banque à l'acte plutôt que de banque de relation, ce type de comportement qui empêche les entreprises, je répète, de développer leur stratégie industrielle, mais qui peut-être aussi les empêche de nouer certains types de relations avec leurs parties prenantes, ce qui peut en effet poser problème. Voilà les deux points, me semble-t-il, que nous pourrions développer, plutôt analyser et critiquer lors de cette table ronde. Merci beaucoup Jean-Paul d'avoir cadré le thème de nos discussions. Alors, je vais vous présenter sans plus attendre les speakers. C'est un panel prestigieux que nous avons ce matin. Nous démarrerons d'abord avec la réponse à ces questions de Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France. Et puis, je vous les présente tous ensuite. Nous avons d'abord Madame Suzanne Wolburg-Jenah, qui est la présidente, je le dis en anglais, de l'Investment Industry Regulatory Organization of Canada, le régulateur canadien. Nous avons Carole Siroux, qui est la présidente de Standard & Poor's France. Nous avons la chance aussi d'avoir Yifan Hu, qui est la chef économiste de Haitong Securities. Michel Sicurel, qui est président de Michel Sicurel Conseil. Philippe Val, le président du directoire de la Banque Postale. Éric Leboulch, qui est le président de CMCIC Securities. Et puis le professeur à l'université Goethe de Francfort, Hans Helmut Kotz. Et je commence sans plus tarder par vous donner la parole. Monsieur le gouverneur, c'est à vous pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup. Alors d'abord, y a-t-il véritablement une dictature de la finance? C'est une question qui n'est pas nouvelle. On la retrouve par exemple chez Pétron, au tout début de notre ère, qui se demandait que peuvent les lois là où l'argent est roi. On peut y voir bien sûr une tendance gauloise avant l'heure, même s'il était citoyen romain, puisqu'il était né dans la ville voisine de Marseille. Mais c'est bien la question fondamentale de la difficulté d'imposer le primat du pouvoir politique sur le pouvoir financier. Je crois qu'à cette question, on peut dire, bien sûr, la finance a des pouvoirs très importants. Elle a un pouvoir d'abord créateur, c'est pour ça qu'elle est faite, de soutien au développement économique. C'est un rouage essentiel de l'activité économique. Elle alloue les capitaux, elle fournit du crédit, elle permet de gérer le risque. Et elle est un peu, on a dit souvent, le sang qui circule dans notre corps et qui alimente nos organes. Elle a évidemment aussi un pouvoir destructeur très important, puisque ce sont bien, pour prendre un exemple récent, les dérives incontrôlées de la finance qui sont à l'origine de la crise financière de 2007-2008, qui s'est ensuite transformée en crise économique, en crise sociale, en crise politique. Et au fond, quand on regarde ce qui s'est passé, on voit que
des pertes limitées sur un instrument localisé dans un pays, les subprimes, ont abouti à la destruction, apparemment, de millions d'emplois par le monde. Donc on a un lien vraiment très concret entre finance et pouvoir destructeur sur l'économie. Je crois pour autant qu'il n'y a pas de toute puissance de la finance et que le pouvoir politique, pourrait-on dire, de la finance n'est que celui que les États veulent bien lui donner. Bien sûr, la pression des marchés financiers a accentué les difficultés de certains États. On peut penser par exemple à ce qui s'est passé dans la zone euro, les attaques contre les dettes publiques. Mais si les marchés ont été capables d'exercer cette pression, c'est bien parce que les États s'étaient en quelque sorte remis entre leurs mains en leur demandant de financer l'accumulation de leurs déficits, y compris durant les périodes de croissance. Et si dans la plupart des épisodes de crise, les réactions ont été souvent brutales et extrêmes, ces réactions reposaient sur des inquiétudes bien fondées, dont on peut donner quelques exemples: la non-soutenabilité de la dette grecque, les failles dans le dispositif institutionnel de l'Union économique et monétaire, la divergence de compétitivité au sein de la zone euro, par exemple. Et donc c'est bien parce que les États n'ont pas fait les efforts nécessaires de discipline, de maintien de la compétitivité, de finalisation institutionnelle de l'Europe financière, par exemple, qu'ils se sont mis eux-mêmes dans la situation d'être pressurisés par les marchés, voire de subir leurs réactions. Et donc, je ne crois pas qu'il faille que la finance serve d'alibi et de bouc émissaire au gouvernement qui devrait d'abord faire ce qu'il doit faire en matière de gestion. Alors, est-ce que c'est dire pour autant qu'il ne faut pas s'occuper de la finance? Non, bien sûr. On pourrait dire qu'il faut s'assurer que la finance serve l'économie et ne l'asservisse pas. Et donc le grand principe, je crois, ça doit être que le système financier doit être régulé, doit être supervisé, et c'est fondé sur un constat qui est le suivant, que je vais reprendre rapidement sous un angle historique. Dans la période des années 90 jusqu'au début des années 2000, ce qu'on appelle la grande modération, parce que l'inflation était maîtrisée et que la croissance était apparemment solide et soutenable, c'est une période qui a été une période d'empilement d'excès financiers, qui ont largement pris racine dans le dogme de l'autorégulation, nourri lui-même par une certaine sacralisation des marchés financiers, considérés comme par définition toujours efficients et capables de former les vrais prix. Et la crise a au fond invalidé assez largement cette thèse. On a vu que l'opacité de certains marchés, pensez au CDO, mais à beaucoup d'autres aussi, a amplifié la perte de confiance dès les premières étincelles de la crise, que par ailleurs l'insuffisance des coussins de capital de nombreuses institutions financières les a empêchés d'amortir les chocs, a entraîné les faillites, a parfois obligé les États à venir à leur secours, opération évidemment d'abord coûteuse pour les finances publiques, mais aussi très préjudiciable en termes de responsabilisation des acteurs financiers, puisqu'elle a pu conduire à socialiser des pertes alors que les profits avaient été privatisés, ce qui est toute la problématique de l'aléa moral. Donc les faits ont assez violemment rappelé que l'autorégulation, en tout cas l'autorégulation très largement répandue, ça ne marche pas, notamment à cause des imperfections de certains marchés qui ne sont ni transparents ni efficients, et parce que ces imperfections produisent, quand ça ne marche pas, ça produit des externalités négatives qui sont potentiellement immenses. Donc la régulation et la supervision ont retrouvé une place qu'elles n'auraient jamais dû perdre. Et par parenthèse, je remarque que la crise a commencé aux États-Unis du fait d'entités qui étaient non régulées ou à peu près non régulées, les conduits par exemple. Les banques d'investissement elles-mêmes étaient assez peu régulées, elles n'étaient pas sous la coupe de la Fed mais de la SEC, qui s'intéressait plus aux opérations de marché elles-mêmes qu'aux entités qui les réalisaient. Il y a eu une remise en ordre assez forte, mais on était vraiment dans un univers qui était extraordinairement peu régulé, et c'est de là que tout est parti. Alors quelles règles faut-il, une fois qu'on a fait le constat, et s'il est partagé, qu'il faut renforcer la régulation et la supervision? Le principe qui a guidé les régulateurs dans le cadre du comité de Bâle en particulier, mais pas seulement du Conseil de stabilité financière aussi,
a été au fond fondée sur une idée qui est de remettre la finance au service de l'économie, pour qu'elle serve l'économie et pour qu'elle ne la gouverne pas. Alors plus précisément, je crois qu'on peut regrouper les idées de régulation sur 5 objectifs. D'abord, renforcer la résilience des banques, c'est le ratio de solvabilité renforcé, ce sont les nouveaux ratios de liquidité. Deuxièmement, prévenir les excès de levier et de transformation, c'est le ratio de levier et ratio de liquidité à long terme. Troisièmement, réduire les risques de marché et leur opacité, c'est la réforme des marchés de gré à gré, pardon, des dérivés de gré à gré qu'on est en train de préparer ou de réaliser, et c'était auparavant ce qu'on a appelé dans notre jargon la réforme BAL 2.5, qui est la première étape de BAL 3 en réalité sur les risques de marché. Quatrièmement, limiter les risques systémiques, et là on peut penser aux règles macroprudentielles, aux règles particulières pour les institutions à caractère systémique et aux règles de résolution, un grand débat en Europe en ce moment, partout dans le monde d'ailleurs. Puis il y a une cinquième idée qui est moins celle des régulateurs que celle des États, qui est de lutter contre la finance casino avec des règles soit d'interdiction de certaines activités, soit de séparation. C'est tout ce qu'on retrouve dans les règles Volcker, Vickers, Liikanen et ce qu'ont fait les Français et les Allemands plus récemment. Alors, dans ce processus de régulation ou de préparation de nouvelles règles, l'idée n'a jamais été d'étouffer les banques par des règles contraignantes. Nous avons essayé de calibrer de façon équilibrée, en tenant compte de la situation de nos institutions et en tenant compte aussi, autant que possible, du risque qu'on voulait éviter de faire déplacer ces activités vers des entités non régulées. Et nous avons cherché à mettre le curseur, et parfois on a tâtonné d'une façon telle qu'on évite ces excès. Je pense à deux choses en particulier. La révision du ratio de liquidité à court terme qui nous était apparu en France mal calibré dès le départ, et on a fini par convaincre le monde entier. Et deuxièmement, les règles de séparation telles qu'elles ont été décidées en Allemagne et en France, qui à mon avis sont équilibrées et n'ont pas été jusqu'aux excès qui a été avancés par un certain nombre de commentateurs. L'idée n'a jamais été non plus d'interdire l'innovation financière. Vous connaissez probablement le mot de l'ancien président de la Réserve fédérale, Paul Volcker, qui a dit une fois la seule innovation financière qui, selon moi, ait jamais servi l'économie, c'est le distributeur automatique de billets. Alors, je ne partage pas complètement cet avis. D'ailleurs, je pense que son auteur non plus, c'est une boutade. Et je pense que, comme dans toutes les industries, l'innovation et la compétitivité doivent être encouragées dans l'industrie financière. Après tout, depuis la création des marchés dérivés sur matières premières à Chicago, on a vu beaucoup d'innovations qui ont le plus souvent servi l'économie réelle, et en particulier, on a fait d'énormes progrès ces dernières décennies sur la gestion des risques, et pas seulement des risques des acteurs financiers, mais plus fondamentalement les risques des acteurs économiques, des entreprises en particulier, ou des gestionnaires d'actifs. Mais compte tenu du potentiel de nuisance des excès de cette industrie, il est clair que l'innovation doit être contrôlée. Un dernier mot peut-être sur le court-termisme qui a été évoqué dans l'introduction, Jean-Paul Paulin. Moi je pense que une des grandes erreurs qui a été commise et qui a conduit le monde de la finance à être plus court-termisme qu'il ne le serait spontanément, tient dans les règles comptables. Au fond, il y a une tendance à la valorisation en marché, en valeur de marché, en mark-to-market, qui conduit un peu nécessairement au court-termisme. Et puis il y a une autre idée qui a été mise en place par les régulateurs comptables, qui, au titre de la transparence et de la vérité des comptes, qui a été en fait d'interdire la prise en compte des risques sur le cycle. Il fallait ne provisionner que ce qui était des risques avérés. Et c'est la remise en cause partielle de ces deux choses, sans excès, mais l'idée qu'on peut avoir des investissements qui sont valorisés en fonction du risque de perte qui doit être revisité régulièrement
mais pas en fonction d'une valeur de marché qui parfois est purement fictive d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de marché. Et puis l'idée qu'on devrait provisionner sur le cycle, tout ce qu'on appelle le calcul en pertes attendues, expected losses, qui peut-être peut nous permettre de revenir un peu sur le court-termisme. Je m'arrête là. Merci. Il va se coller à une question absolument terrible, hein, puisque, monsieur le gouverneur, vous avez dit la finance doit servir l'économie et pas la servir. Pour ça, il faut qu'elle ait la taille idéale. Eh bien, c'est justement la question à laquelle Hans Helmut Schultz va répondre. Vous êtes professeur à l'université Goethe de Francfort. C'est quoi la bonne taille de la finance, Hans Helmut Schultz ? Merci beaucoup pour cette très gentille introduction. Je suis honoré de participer à cette table ronde. Et ma réponse longue à votre question... Pas de chantage dès le départ. Ma réponse longue à votre question sera « on ne le sait pas ». And I'd like to explain why we do not know it really, so I won't mistreat your language and continue in English. So size is obviously endogenous. Size is endogenous because a well-working financial system would adequately, appropriately reflect the underlying real economy. It's basically an option on the underlying real economy, and it should be run in a way that it comes at lowest social opportunity cost available. That's also what Governor Noyer just alluded to. And basically, Jean-Paul and the governor have stolen most of my talk, so I will stay within my 7 minutes. The first thing Jean-Paul has stolen from me is, of course, this is a recurring theme. Last time we spoke about, at that time, by the way, the French called it la tyrannie des marchés. We spoke about it was in the environment of Enron. At that time, you saw 10 major companies going down, and largely because market had completely mispriced them. In the case of Enron, for example, even if data would have been correct, you would have to assume at the prices Enron was traded just before it fell, that over the next 10 years, its revenues should increase by 25%, and then until eternity at a rate of 10%. This is just beyond physics. And you had many of those companies at that time around. So what I'd like to do is to start with Jim Tobin. Jim Tobin, in a very famous article in 1984, discussed what are efficient markets. And he took four perspectives on this. Tobin spoke of markets are well-performing when they first include all relevant, all pertinent information. Referring to Enron, we see that frequently does not happen. That they are capable of evaluating companies appropriately. That's what Tobin called fundamental valuation efficiency. That you can use markets to hedge against risk, so full insurance efficiency. And finally, and that's the most important point, which I would like to emphasize, functional efficiency. Even finance does not serve its own purpose. So ultimately, one would judge the result of finance in view of, Jean-Paul alluded to that, whether it performs its functions appropriately. There was last year an interesting booklet published by Ben Friedman and Bob Solow. And Ben is starting off this publication, Daedalus, with the questions which he thinks we are entitled to raise. Is the financial system performing its role, and at what cost? And in 2007, finance in the US
had a share in overall profits of 40%. Obviously not, obviously far away from anything which one could justify just by its referring to its underlying purpose. So I would like to address 3 or 4 questions very much al fresco, very rapidly. First, what were the problems in the run-up, and why are we now again thinking about la tyrannie des marchés? Second, what would we like to achieve in terms of regulating? That's where Christian has stolen most of my script. Then, what was done and does it suffice? So very rapidly, what were the problems? They are always the same. It's always over-leverage, and you can do that in many newfangled ways now. You can use CDOs or whatever, but it's always over-leveraging. And it is also very frequently excessive maturity transformation. The most famous case in that regard is, of course, a bank in the UK, which became famous afterwards because it managed to produce the first run by retail depositors for 150 years. But of course, that was not the run which was important. The run had been happening before in the wholesale market, a month before. And they ran an asset side with a duration of 4.5 years, basically forced to roll over this balance sheet on a daily basis. So this was one of the issues which now regulators have been addressing with the net stable funding ratio and the liquidity coverage ratio. And also, credit being very special, being highly idiosyncratic, being highly information impacted, cannot possibly be traded the way we traded it. So securitization has its limits. What would we like to achieve? Jean-Paul spoke about it. We would like to control externalities. We would like to reduce market power. We would like to protect the consumer. And that's why we do need regulation. But regulation is, of course, not about, as Governor Noyer said, étouffer les banques. It's not about killing innovation. It's about producing an environment where banks can perform their function in a systemically healthy way. So one of the major faults before the crisis was, of course, also with regard to Basel II and Basel III and Basel I, that it took a very much bank individual perspective, never accounting for the systemic dimension, this too big to fail and too interconnected to fail, in some cases also too big to save issue. So building on a fallacy of composition. I guess I should somehow wrap up here. Temps est écoulé. Ça veut dire quoi en français? You just have few seconds. We are on the right track. Think we have in some domains we are prone to overdoing it because we have this attitude of penalizing banks. Ultimately, they should be capable of serving their purpose. But there's good reasons for bankers to be much more modest than they used to be. Thank you. Vous allez avoir une thèse difficile à défendre. Enfin, on va au moins se permettre de la challenger, hein, puisque vous voulez nous expliquer quand même que finalement, le secteur financier, il n'est pas si responsable que ça de tous nos malheurs. Ben oui. Alors j'ai appelé... il faut peut-être que je parle là-dedans. Merci. J'ai appelé mon propos « La finance virtuelle est morte. Vive la finance réelle ». Je veux commencer par vous livrer une recette française, celle de la ratatouille à la marinière et naturellement faite maison. Prenez 3 parts égales de Colbert l'État, Sully la terre et Guizot les usines fumantes et laissez macérer. Pour lier, ajoutez La Fontaine, le savetier et le financier, composez la sauce religieuse aux arômes de filles aînées de l'Église et de révocation de l'élite de Nantes, relevée d'une pincée de populisme, d'égalitarisme et d'anti-mondialisation. Et voici la recette de nos douces France, pourtant si dure pour l'ennemi sans visage.
Eh bien, je voudrais, peut-être au péril de ma vie, tenter de vous peindre le bon visage de l'ami financier. Et d'abord faire justice d'un mythe, c'est ce que Emmanuel Le Chypre vous disait, la responsabilité exclusive de la finance dans cette crise, qui n'est d'ailleurs pas une crise. Enfin, tout le monde le dit, le sait maintenant. Ce n'est pas une crise, c'est une métamorphose, avec notamment les émergents devenus submergents, le vieillissement des pays riches et bientôt 9 milliards de consommateurs enrichis qui se disputent à prix d'or les ressources de la planète. Ce sera le sujet de la table ronde suivante. Face à cette triple peine, les pays avancés ont pratiqué le refus d'obstacles. Pour noyer leur chagrin d'un moindre niveau de vie, ou en tout cas d'une moindre progression du niveau de vie, ils ont fait marcher la planche à billets. Endettement privé et public aux États-Unis, surtout public en Europe, d'où la crise bancaire outre-Atlantique et la crise des souverains en Europe. Et de même qu'on reproche aux antibiotiques plutôt qu'à l'infection de fatiguer le patient. J'ai tellement entendu souvent des gens dire « Ah oui, l'antibiotique l'a fatigué », en oubliant complètement que l'infection, ça fatigue. De même, on accuse la finance plutôt que l'indolence des cigales occidentales. Je veux dire, ces cigales qui se régalent du travail et de l'épargne des fournis émergentes pour financer à crédit leur pouvoir d'achat. Certes, la finance américaine a dérapé vers une certaine perversion que je me permettrais d'appeler onaniste, où l'essentiel des fonds propres, des talents, des bonus et du risque se tournait vers l'autosatisfaction du banquier plutôt que celle de ses clients. Et Philippe Val l'a très bien dit, la banque est un bon serviteur et un mauvais maître. Il faut que la banque soit un serviteur et la finance aussi. De nouvelles régulations étaient nécessaires. Mais je suis sûr que Christian de Moyer ne me démentirait pas. Les meilleures régulations ne savent résoudre tous les problèmes et peuvent, si on ne les manie pas avec beaucoup de soin, en créer de nouveaux. Une erreur humaine chez un pilote, et c'est l'accident d'avion. Une erreur humaine dans la tour de contrôle, et c'est une immense catastrophe aérienne. Il est périlleux de centraliser la maîtrise des systèmes complexes, et la tour de contrôle infernale prend feu comme un rien. Enfin, il est clair qu'il faut pratiquer la régulation avec beaucoup de soin, et je ne doute pas que nos grands maîtres argentiers la pratiquent avec soin, mais je voudrais prendre des exemples. Prenons l'exemple de Bâle III, et en cas de persévérance diabolique, mais j'espère qu'on est en bonne voie, de Solvency II, qui sont censés protéger contre les orages bancaires et financiers. En cas de vraie tempête, ces parapluies pourraient être trop frêles. Et les parapluies pour le beau temps, s'ils devenaient trop protecteurs, risqueraient d'amener la pluie, surtout en Europe, car l'économie est financée en Europe aux 3/4 par les intermédiaires financiers que ces réglementations ligotent, alors que les États-Unis financent dans la même proportion leur économie directement sur les marchés. Et c'est d'ailleurs les États-Unis qui ont fini par adopter Bâle III, mais qui se sont soustraits à la réglementation bancaire le plus longtemps, alors que ça ne concernait qu'un quart du financement de leur économie. Alors bien sûr, il faut plus de surveillance, mais sans jeter le bébé avec l'eau du bain, car jamais le monde réel n'a eu tant besoin de la finance pour se persévérer dans son être. Le paradoxe, c'est que le monde n'a jamais connu non plus un tel déluge de liquidités. On l'a suffisamment dit tout à l'heure, mais ce sont des liquidités qui inondent plus qu'elles n'arrosent. Il faut une arche de Noé, celle de la bonne finance, pour que les flux d'argent prennent la direction des besoins de l'économie, plutôt que de s'assoupir dans les fonds souverains émergents ou de gonfler des bulles d'actifs. La transformation redevient vitale, comme dans l'immédiate après-guerre. Par exemple, transformer le surplus des nouveaux pays riches en investissement chez les anciens nantis, transformer l'épargne devenue légitimement frileuse du fait de la crise en capitaux longs et à risque, transformer l'excès d'incertitude et d'instabilité des marchés de l'argent en volatilité maîtrisée par les dérivés, brillant savoir-faire français, pourtant si décrié chez nous, et bien d'autres choses encore qui transforment la monnaie aveugle en finance éclairée. D'ailleurs, 2 minutes. Pour éviter la dépression mondiale, soi-disant provoquée par les banques, il a fallu soigner le mal par le mal avec beaucoup plus de crédit. Même les banques centrales s'y sont mises avec les interventions non conventionnelles
qui consiste à prêter directement aux États, à l'économie, et le monde tremble lorsqu'elles font mine de rebrousser chemin. Mais bien au-delà de la sortie de crise, pour retrouver un équilibre stable du monde, il faut du temps, et le temps, c'est de l'argent, donc du crédit. Schématiquement, je dirais que les émergents sont encore loin de pouvoir jouer les locomotives mondiales. Il est de l'intérêt commun que le nouveau et le vieux monde aient le temps de s'ajuster, de se répartir les rôles, et pour cela, il faut que les pays avancés investissent en même temps qu'ils résorbent leurs déficits. Il faut moins d'illusions monétaires et plus de finances réelles, moins de dettes pour le dérapage des finances publiques ou la fuite en avant d'une consommation assistée insolvable, et plus pour l'investissement des entreprises en valeur ajoutée intellectuelle. De ce point de vue, le grand emprunt pour les investissements d'avenir, tant décrié par les orthodoxes hurlant à la mort de la discipline budgétaire, est le modèle pour un redéploiement de la vieille Europe. Et comment faire de la bonne finance et de la finance réelle et non virtuelle? Eh bien, pour cela, je vais être encore politiquement incorrect. Je vais parler des riches, seuls capables d'investir à long terme en prenant des risques. Et je vous rappelle que j'ai quitté Rothschild, donc je suis tout à fait libre de mes propos. Qui sont seuls capables d'investir à long terme en prenant des risques. Les riches, espèces en voie de disparition en France, qui devraient figurer parmi les espèces protégées comme les loups, ce qui ne vous étonnera pas. Je crois que plutôt que de faire contribuer les riches à trop d'impôts et de les forcer à se terrer dans l'ombre du lac Léman ou des œuvres d'art, il serait plus judicieux de les encourager à financer l'avenir, la croissance et l'emploi. Le seul grand pays, Dr Who, qui a spectaculairement fait reculer la pauvreté depuis 30 ans, c'est la Chine, qui n'a pas hésité à favoriser la richesse, je termine, la richesse d'une minorité qui a ruisselé sur l'ensemble de la population. Les phases d'accumulation appellent des écarts de patrimoine et de revenus, parce que l'accumulation du capital, ça se fait avec de la richesse. Et en fait, pour terminer, je dirais qu'il se pourrait bien, lorsqu'on éclaire l'ennemi sans visage, qu'on dévoile un visage ami. Merci. Merci beaucoup Michel Sicurel, en plus de faire mon travail, puisque vous m'assurez une transition absolument dans un fauteuil vers Yifan Hu. Mais en attendant, j'aimerais bien 2 précisions juste très rapides. Pour bien comprendre ce que vous dites, ce qui est assez original, c'est que clairement, vous nous dites en fait, ça n'est pas la crise financière qui a provoqué la crise économique, c'est en gros l'épuisement de notre modèle économique qu'on a voulu prolonger finalement à coup de crédit et tout, et c'est ça qui aurait provoqué plutôt la crise financière. Et la deuxième chose que j'aimerais qu'on aborde, alors peut-être pas vous, mais quand même parce que c'est un point qui doit être dissipé, quand on parle de dictature de la finance, et vous avez parlé des riches, j'aimerais que vous nous précisiez la différence que vous faites entre dictature de la finance et dictature de l'actionnaire, puisque c'est aussi quelque chose qui est important. Oui, ça c'est vraiment pas pareil. Alors, en fait, sur le premier point, je n'ai fait que redire plus mal ce que Christian Noyer avait déjà dit. Ce sont les États qui se sont asservis à la finance. Quand l'économie ne fait pas son boulot, elle se retourne vers la finance pour panser les plaies. Et après, on dit que c'est la finance qui a fait le mal. Ce n'est pas la finance. L'État français est en déficit depuis 40 ans. Ce n'est pas la finance qui l'a mis par terre, c'est l'indiscipline budgétaire et l'indolence des politiques. Voilà. Et c'est vrai de tout. C'est vrai que les pays riches ne se sont pas serrés la ceinture comme ils auraient dû le faire quand il est apparu que leurs ressources étaient plus chères, que leur compétitivité était moindre et que finalement ils vieillissaient et qu'il fallait bien que les actifs financent les vieux. Ça fait quand même beaucoup de sujets à traiter et on est bien obligé de se serrer un peu la ceinture. Good morning. Thanks for having me here. So I would like to say, just as an old Chinese saying, finance is a tiger in a cave. Once it comes out, it's very hard to tame it. So indeed, financial sector has grown much faster than the real economy.
That's not only the case for the developed countries, but also for emerging countries. Just to give an example for China, we only have the financial sector for less than 2 decades. However, currently the government debt is already about 60% of GDP, the corporate debt is about 100% of GDP, the household is about 40%. So overall, we already have the total over 200% of GDP. It's much bigger than the real economy. So crisis is a correction for the oversized nominal economy. So we always ask our question, should bubble burst be the only way to tame this big tiger? So give a very limited time. So I just want to say 2 points here. And the first point is, I think the financial sector should not crowd out the real economy. So currently we see that in the reality, because of the large profits, very high profitability, so gain from this kind of monopolistic positions like special license, early entry and networks, the financial sector has gained much higher profits than the real economy. So it actually attracts all the resources like in the society, including all the money, human capital, land, government supports, everything is tilted to the financial sector. So make it become bigger and bigger. It's become the king of the economy. So I think there should be some regulations to control it, or at least to manage it, it's too big. Also, at the same time, we find that for the money, actually now it's always circulate in the financial sector, cannot go inside for the real economy. Also use China as an example. Currently, China is not lack of money. We are full of capital. For the M2, actually, it's now 100% of GDP. The liquidity is very abundant. However, the real economy cannot get money. We have the huge deceleration in investment, especially for the long-term investment. However, for the interbank market rate, as you might know, for the last month, it's already soared to 20%. So currently declined to the 10%, 12%, but still very high. However, we only have inflation, only have less than 3%. So that's totally abnormal. So that means the financial sector is already grew out of control from the real economy. So I think there's also just some regulations to just cut this kind of circulation in the financial sector, not let money just become create some a virtual interest in this kind of the mechanism. And the second point I think is very important is the boundary of the financial sector. I think as the previous speakers already mentioned that what's the proper size of the financial sector. So I think we're always talking about proper size of the foreign exchange reserve, exchange rate, interest rate, even inflation rate. So, but never there's a serious discussion or study on the size of the financial size. People might think it's big, maybe the bigger the better. The bigger that means you gain more power, just like the U.S. So, however, currently we have seen a series of crises. So again, I think the bubble burst become the only way to crack this kind of the oversized financial sector. But that will be very costly for the whole economy, not only for the economy itself, it's also will hurt this kind of the equality society. So it's become a very serious issues. So I think that's not only for the developed country, it's also spreading very quickly to the emerging countries. So I think with all the emerging countries, it's also become a very serious issues. It's all the resources also tilt to the financial sector. So I think it's it will be very a challenging topic to talk about this kind of boundary, but it's also will be very useful to do that. Yeah, I think I will just save time sometimes maybe for other speakers, yeah. Great. Thank you. Alors vous avez vu qu'on a composé ce panel vraiment avec un souci de l'harmonie et de l'équilibre absolument parfait, puisque vous avez eu le banquier central, vous avez eu le banquier, vous avez eu les gens de marché et maintenant, enfin les investisseurs, et maintenant on va avoir quelqu'un
qui est vraiment en prise au quotidien, qui met les mains dans le cambouis des marchés tous les jours, et ça n'est absolument pas péjoratif de dire ça. Il connaît tout ça par cœur. Éric Leboulch de CMCIC Securities, dont vous êtes le président. Voilà. Qui servent au juste finalement les marchés? Quand on parle de dictature des marchés, ça vaut le coup de se poser la question. Bon, j'ai bien conscience que ça commence mal. Bon, alors je vais partir plutôt d'un communiqué de Attac fin 2011. Les banquiers dépouillent les peuples en acceptant de leur prêter de l'argent et d'ajouter que le créancier est illégitime. Néanmoins, les contrats, c'est très démocratique, hein, il ne faut pas l'oublier. Alors moi, je ne vais pas revenir sur certains éléments qui ont été déjà cités, mais c'est vrai que même si c'est un plaidoyer peut-être pro domo, il n'y a pas de dictature des marchés. Les marchés peuvent se servir et utiliser certaines situations, mais les politiques économiques des États, la conduite stratégique des entreprises, même si on pourrait y revenir, n'est pas soumise à la seule logique des marchés financiers, aux seuls intérêts des détenteurs de capitaux ou aux intérêts des établissements de crédit. Sur le point à quoi servent les marchés, est-ce qu'on doit trouver une origine, disons, dans le comportement de la finance à cette notion de dictature? Non, mais c'est vrai qu'au contraire, on pourrait dire que la finance n'est pas de loin un despote éclairé. Son comportement le montre. Il suffit de penser à l'inefficience des marchés financiers, à l'existence de bulles, ce qu'on appelait le court-termisme, clairement, mais aussi peut-être sur les marchés la dissolution de la notion de client. Moi, j'appartiens à un groupe mutualiste. Quand on qualifie tous ces clients de contrepartie, on rompt la notion de devoir de conseil et de primauté des intérêts du client. Et donc, on peut tout lui vendre et on s'en remet à l'intelligence du client. Parce que je crois que c'est une notion qui n'est pas légitime. Il faut toujours penser, je crois, dans les marchés financiers, qu'on a face à soi un client et non pas une simple contrepartie. Alors c'est vrai, j'en dirai un mot, c'est sans doute la capacité autonome de développement des marchés, la capacité à imposer des normes privées, à créer des produits pendant un temps sans contrôle de la loi et des règlements, et donc son hypertrophie qui a pu nuire, particulièrement aux États-Unis. Deuxième point, c'est que la réalité aujourd'hui est tout autre, et rapidement tout autre, et qu'elle ne permet pas non plus de dire que la dictature a existé et qu'elle se poursuit, puisqu'on sous-estime le travail fait, particulièrement en Europe, en termes réglementaires, en termes de renforcement des pouvoirs de la supervision, et l'ajustement des banques, hein, notamment européennes. J'en dirai là aussi un mot. Alors, sur où est cette dictature perçue par certains? Elle est clairement, manifestement liée au fait que trop de pays dits développés sont tout près des 100% du PIB, et que donc la conduite des politiques aujourd'hui est liée. Elle est liée par des contrats de dette, et elle n'offre plus aux populations le sentiment qu'il y a des alternatives. Il faut rembourser, il faut quasiment gérer l'État comme une entreprise, il faut générer du cash flow. Bon, alors c'est vrai que c'est peut-être regrettable, mais c'est aussi le fruit de l'échec, en fait, hein, et dans la durée, comme ça peut être cité en prenant le cas de certains pays. Par ailleurs, les marchés savent très bien qu'ils doivent mener quelquefois, pour obtenir le remboursement de leur capital, un rapport de force. Adam Smith disait que le plus souvent, quand la dette a grossi au-delà d'un certain niveau, il n'y a pas d'exemple où elle soit loyalement remboursée. Et c'est vrai qu'en 2 siècles, 84 pays ont fait défaut sur tout ou partie de leur dette. Alors tous les États ne sont pas dans la même situation dans ce rapport de force. L'Argentine continue de ferrailler avec des fonds opportunistes qui détiennent de la dette qui a été restructurée en 2005, mais cette dette a été émise non pas en droit local, mais en droit international, et donc ils n'ont pas souhaité suivre la restructuration en 2005, et ils exigent le complet remboursement. En Europe, on a la chance d'émettre en droit local, et même aussi éventuellement, on peut ajouter, comme ce fut le cas en janvier 2013, ce que l'on appelle des clauses d'action volontaire, qui permettent dès l'émission de la dette, d'intégrer le fait dans le contrat qu'on pourra, à un moment donné, avec une majorité qualifiée, pourquoi pas des 2 tiers,
renégocier les termes du contrat de dette. Donc les marchés n'ont pas forcément tous les pouvoirs et quelquefois ils savent bien qu'ils ne sont pas remboursés. Et aujourd'hui, ils le craignent parce qu'ils voient bien qu'ils sont allés trop loin, ils ont fait peut-être confiance trop tôt, trop longtemps aux États. Alors, où est la vraie dictature de la finance qui est perçue? En fait, c'est surtout dans son développement autonome, particulièrement aux États-Unis, que la finance a peut-être pris une place excessive sans contrôle suffisant de la loi et des règlements. Donc beaucoup de chiffres ont été cités. Aux États-Unis, la finance représentait 1,5% du PIB au milieu du 19e siècle, 2,5% en 1947 et 4% à la fin des années 70 et plus de 8% en 2006. Alors si on doit pointer un produit, c'est bien sûr le produit de la dette titrisée, on a parlé des mortgages, qui a pu grandir très rapidement. À la fin des années 80, c'était quasiment insignifiant aux États-Unis dans l'ensemble des portefeuilles financiers. En 2006-2007, ça représentait 3 800 milliards de dollars et plus de 6% des actifs financiers, avec comme corollaire moins de bilans régulés qui portaient ces actifs. On peut aussi mettre en exergue le fait que certains produits, on pense aux CDS, leur déclenchement ou leur non-déclenchement est le fait de board, et on a vu dans le cas de la Grèce, ce n'était pas très clair si ceux qui avaient acheté un CDS étaient protégés et ce qui était un défaut ou pas un défaut. Donc on voit bien là aussi que le fait d'avoir trop de normes privées, de boards privés, en lieu et place peut-être du rôle de la loi ou de sages publics, a eu un rôle important. L'autre point aussi, c'est que ces marchés non régulés ou ces produits dits OTC permettent des marges et des profits très importants par rapport aux vrais produits, pour moi, et aux vrais marchés, où on voit bien que les produits vanille ne permettent plus, on peut penser par exemple aux produits actions, d'avoir des marges très significatives. L'autre élément, peut-être le plus important, je l'ai cité, c'est le comportement de la finance. On a cité l'aléa moral, j'ai parlé du client par rapport à la contrepartie, on peut penser à la prise de risque irresponsable ou à la finance inutile, mais on peut penser au court-termisme. Alors le court-termisme, il s'exprime bien quelquefois dans une logique que l'on peut résumer, par exemple dans « if you panic, panic first », et ça c'est typique des comportements, disons, du marché, ou bien, autre exemple, un opérateur récemment dans une salle, que je peux côtoyer, s'est exprimé en disant à moyen long terme, il va se passer ça. Et moi, je l'interroge, parce que je savais quelle serait sa réponse. Je lui dis, mais c'est quoi le moyen long terme? Il me dit 14-21 semaines. Bon, c'est clair que ce n'est pas très raisonnable. À cela s'ajoutent les caractères moutonniers, mais le caractère moutonnier, il est encouragé aussi par les contraintes institutionnelles qui pèsent sur ceux qui gèrent les capitaux. Et de ce point de vue, ça a été cité, la full market value est vraiment peut-être le lieu de l'empire le plus fort de la dictature de ce qu'on appelle la finance. Mais il conduit d'ailleurs à ce que tous les acteurs fassent la même chose en même temps, ce qui est un autre effet très négatif. Alors, dernier point pour conclure, est-ce que ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Quelques exemples. Ceux qui critiquaient la finance il y a quelque temps se plaignaient de l'indépendance des banques centrales. L'indépendance des banques centrales et le fait qu'elles ne mènent que des politiques financières ou monétaristes. On voit bien que le travail des banques centrales face aux gouvernants n'est pas facile, que quelquefois il est plutôt raisonnable de les rendre indépendantes, clairement, mais qu'elles font le travail. Regardez, la Réserve fédérale affiche un objectif de taux de chômage. Donc c'est quand même un élément qui va contre l'idée que les acteurs de la finance ne prennent pas en compte certains objectifs. Deuxième temps, en Europe, le travail a été fait et continue à être fait, et les banques se sont ajustées, et les banques ne captent pas des surplus excessifs. Si en 2006, sur une moyenne de 15 établissements bancaires, les retours sur fonds propres étaient de l'ordre de 18%, aujourd'hui, ils sont inférieurs à 4%. Autre mesure, le ratio de levier, pour un établissement très bien géré, la BNP, grande banque de la zone euro, son levier en 2008, calculé de manière simple, fonds propres moins survaleur, rapporté au total du bilan, était légèrement supérieur à 2%. Ce ratio, aujourd'hui, il est tout près des 4%. Donc, vous voyez, en très peu de temps, disons, les éléments qui ont été mis en jeu pour alléger le bilan, changer la nature des actifs portés, augmenter la proportion de fonds propres et la résistance.
Donc, in fine, l'autre élément aussi que l'on peut citer, c'est que les vrais marchés vont se développer, notamment, ça a été cité, la directive EMIR, et que le rôle des vrais marchés va être croissant. Alors bon, pour finir, donc si les rôles des vrais marchés vont être croissants, notamment les entreprises se financent de plus en plus au niveau obligataire sur les marchés, donc il y a fort à parier que le singe va rester sur l'épaule des financiers, puisque la situation en revanche d'endettement des États, elle, ne va pas se résoudre rapidement, et que, sans doute à juste titre, c'est sans doute mérité, nous sommes le bon bouc émissaire. Merci beaucoup Éric Leboulge. Nous allons approfondir maintenant avec Carole Sirou, la présidente de Standard & Poor's France, qui est finalement cette dictature du court terme sur le long terme, et comment on peut remettre du long terme dans tout ça. Carole Sirou, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Alors justement, je vais déjà essayer de faire comprendre que les agences de notation ne sont pas court-termistes, ce qui est généralement la première perception. Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, je crois qu'il y a un certain nombre de sujets qui ont été évoqués sur l'efficience, ou plutôt la non-efficience des marchés, sur un certain degré d'opacité. Je pense que ça a été dit un petit peu je dirais de manière un peu légère, mais sur lequel j'aimerais revenir, et surtout, et c'était mon voisin qui l'a évoqué, que le coût du risque n'est généralement pas pricé. Et on le voit avec notamment la surliquidité actuellement, que cela peut générer des bulles dont nous avons vu il y a quelques années les effets dévastateurs pour nos économies. Et en fait, j'aimerais pouvoir parler de l'appréciation du risque, ce qui me permettra de justement essayer de faire la part entre l'approche court-termiste que Éric Leboulge évoquait avec son opérateur de marché qui voit à quelques semaines par rapport à une vision de moyen terme, on a envie de dire long terme, maintenant une vision à 2-3 ans, et comment l'agence de notation essaye de faire cette analyse. Et puis surtout, j'aimerais terminer mon propos pour un peu reboucler avec des sujets réglementaires sur la réduction des risques systémiques à travers une meilleure comparabilité des risques, et notamment d'un besoin d'information qui demeure très important, même si là aussi il y a eu des progrès majeurs. Alors, court-termisme, ça a été évoqué. En général, on pense plutôt au marché action, sur le fait que le trimestre prochain va entièrement déterminer la destinée de tel ou tel titre. On a évoqué les CDS, la volatilité sur ce type de papier, et à contrario, les marchés obligataires, qui, même s'ils ne sont pas totalement efficients, permettent, et ça on l'a évoqué également, finalement d'absorber une partie de cette financement de l'économie. Alors, pour permettre la rencontre de cette offre et de cette demande, et il est important de réduire l'asymétrie d'informations qui existe, d'autant plus dans des marchés qui sont très mondialisés, où les décisions doivent se prendre rapidement. Et c'est là, je dirais, que la notation prend toute sa valeur. Et c'est vrai que nous avons souvent un petit peu de mal, donc je profite de cette opportunité pour essayer d'expliquer pourquoi finalement nous avons une vision de long terme. Nos notes sont assorties de perspectives dont certains travaux académiques, notamment du FMI, ont bien démontré qu'ils étaient des signes et faisaient, je dirais, leur ouvrage en donnant des perspectives sur l'évolution des notes futures, mais surtout de tout un travail sur les hypothèses, sur la stratégie de l'entreprise pour donner finalement cette tendance à 2 ans qui pour nous est très importante et qui fait que tel ou tel ratio sorti de son contexte pour nous n'est pas important, mais ce qui est très important, et d'autant plus, je dirais, pour l'appréciation notamment du risque souverain, d'essayer de comprendre quelles sont les tendances. Et c'est vrai qu'on parle peu de tendances, et chez nous, c'est quelque chose qui est très important et qui est le moyen, justement, d'opposer ce court-termisme et cet objectif d'appréciation des risques à moyen terme.
ça, c'est, je dirais, l'objectif principal sur lequel nous travaillons beaucoup, mais il y a certainement encore beaucoup de choses à faire. Alors, le deuxième point sur lequel il y a eu beaucoup de travaux est vraiment sur les sujets de risque systémique et comment essayer d'y répondre. Et là-dessus, bien sûr, il y a tous les travaux réglementaires, et notamment dans le cadre du Conseil de stabilité financière qui vise, dans le domaine bancaire, à augmenter la clarté, la fréquence aussi de l'information, son utilité et sa comparabilité. Et quand on regarde l'histoire récente en Europe, et notamment la perception du risque bancaire par les investisseurs, que ce soit d'ailleurs en Europe ou hors d'Europe, sur un certain nombre de secteurs bancaires européens, on voit bien que c'est là une très forte, encore une forte source d'inquiétude, et qui a en partie entraîné la fragmentation que nous connaissons. Alors comment y répondre? Je l'ai mentionné, le FSB y travaille, il y a de grands travaux, mais il nous paraît important de continuer à aller dans ce sens, et finalement peut-être d'envisager là que les régulateurs trouvent une forme de norme, parce que si ces recommandations contribuent à favoriser la convergence, on voit qu'il y a encore, de la part des acteurs de marché, de très fortes perceptions négatives sur les risques réels. Or, je pense que c'est là où, au-delà des sujets réglementaires, l'appréciation du risque sous-jacent a encore des possibilités d'amélioration. D'autres éléments qui ont contribué à un certain nombre de risques systémiques, c'est l'inclusion de la notation dans certaines normes réglementaires, ou, Éric Lebouls l'a évoqué également, l'utilisation mécanique d'un certain nombre de notes, avec les effets induits que cela a, et des effets d'accélération, alors même que le risque lui-même n'est pas nécessairement détérioré de cette manière. Donc, il y a des évolutions majeures, où on peut passer justement de ce court-termisme, et ça permettra d'avoir une vision de moyen terme, mais tout ça doit contribuer finalement à améliorer la culture d'analyse du risque, qui demeure encore perfectible, et devrait très certainement contribuer à améliorer la confiance que peuvent avoir les investisseurs et également les consommateurs ou les clients des banques dans la finance mondiale. Merci. Alors évidemment, dans une logique absolument implacable, et comme il se doit, le dernier mot revient au régulateur. Et donc, je passe avec plaisir la parole à Suzanne Wolbourg-Jenah, qui est la présidente du régulateur de l'industrie financière canadienne. Thank you very much, and good morning, everyone. I'll provide a regulatory perspective, and I guess that makes me somewhat unique on this panel. I also come from Canada, one of the few jurisdictions that actually didn't need a bailout. Banking institutions did survive the crisis, as many of you know quite well, but no country can be complacent, and certainly we found that despite the fact that we came through the crisis very well, we're not an island, and everyone is impacted by what happens globally. The last decade has really been one of enormous change in the architecture and operations of the financial system, and in terms of market structure. The financial crisis, which, as we all know, was at its core a banking and credit crisis, were unprecedented, unless one goes back to the time of the Great Depression. But it did have important spillover effect beyond the banking and credit areas into the securities markets, in terms of impact on market participants and overall investor confidence, and we have yet to recover from those effects. The crisis gave rise to a period of profound introspection on the part of regulators and re-regulation, and a lot of challenges to conventional wisdom about regulation, which I want to touch on. This was an inevitable consequence of an event of this magnitude and impact, not only on market participants, but on Main Street and with global consequences. In the aftermath, we found dangerous levels of leverage and debt in the system,
excessive risk had been spread through counterparties in an interconnected chain that was opaque, not well understood, and therefore not possible to effectively mitigate or even manage. We discovered that some institutions were not only too big to fail, they were too interconnected to fail, and I would add that many were probably too big to effectively manage. Hence the ensuing focus on the designation of some financial institutions as being systemically important, and on the ability to have resolution authority, which is to say, the ability to avoid government bailouts in future and to ensure orderly wind-ups of failing institutions. In the aftermath of the crisis, subprime mortgage exposure, weak mortgage origination standards in the US, and opaque interconnected OTC derivatives markets were all determined to be key contributors to the near collapse of the global financial system. The G20, in a very unprecedented move, affirmed their commitment to major financial sector reform to reinforce oversight of banks and supervision of market participants and the markets themselves. This commitment was codified in a detailed blueprint for financial reform. But what has happened since? The reality is that between that single G20 commitment to implementation, a number of challenges have emerged. This is not to deny or minimize the significant progress that has been made. The Financial Stability Board, the Basel Committee, and IOSCO have all done an enormous amount of work. But none of these entities have the jurisdiction, to implement and enforce the new principles and standards agreed to at a high level by the G20. This remains a matter of national authority and jurisdiction. In a recent interview, David Wright, who's the Secretary General of IOSCO, expressly referred to this challenge in noting that international cohesion and cooperation are where additional efforts are most needed. He went on to note that such efforts are still encountering political resistance in some jurisdictions, doubtless due to the pressures brought to bear by financial market participants. An example of this, of course, is in the ongoing debate, mainly between the US and Europe, with respect to how OTC derivatives should be regulated and how much deference or reliance can and should be placed on home country regulation and supervisory oversight of global participants in order to avoid regulatory arbitrage, duplication, conflicting standards, and unnecessary cost. Regulators and policymakers are also facing the challenge of understanding how heightened standards in the conventional banking sector may drive more activity to the shadow banking system, thus creating new sources of risk. Indeed, the size and breadth of the shadow banking system, which includes money market funds, securitized products, repos, is estimated to be very significant indeed. When IOSCO released their policy recommendations relating to money market funds, they noted the importance of strengthening regulation and oversight of these funds, given their importance in the shadow banking system. Money markets represented approximately 4.7 trillion US in assets under management in the first quarter of 2012. And while they didn't give rise to the crisis, they represent a significant source of credit and liquidity. Their performance during the crisis, when one US money market fund broke the buck, highlighted their potential to spread or amplify risk. As well, IOSCO has released recommendations relating to securitized products which suffered damaged investor confidence as a result of the crisis. In order to address misaligned incentives, there's work being done to ensure that market participants retain some skin in the game with respect to securitization. Let me end by saying that to ensure that there's overall market integrity and confidence in the system, this is the core goal of regulators globally. We are all dedicated to the same essential goals, which are to promote strong and robust capital markets, protect consumers and investors, and keep our national markets competitive internationally. How to do that, that is indeed the challenge. But I would say that the financial crisis was a wake-up call for regulators as well. We are focusing more on understanding behavioral incentives in terms of firms and market participants. We're investing in necessary resources, technology, and human in order to effectively supervise complex electronic markets.
We're focusing on behavioral economics as opposed to simply using disclosure as the default regulatory tool. And there is more of a willingness to challenge that every innovation that comes along is truly a good for the overall market. Thank you. Et sans plus tarder, je passe la parole, comme le veut la coutume, lors de ces séances, eh bien, au lauréat du Challenge Inventé 2020 qui va poser la première question avant que vous puissiez prendre la parole. Et j'espère que vous êtes chaud bouillant sur les questions parce que nous avons du temps. C'est Christian Noyer qui répondra à la première question qui va vous être posée tout de suite. Oui, jeune homme. Micro. Bah venez ici. Ou parlez très fort ou venez ici. Ah, voilà le micro. Alors bonjour à tous, je suis Jean-Charles Lavancière, étudiant en économie en fin de L1. C'est difficile de trouver des questions parce que vous avez été très complet sur le sujet. Quand même, vous êtes tous d'accord sur le fait qu'il faut plus de régulation de la finance, mais il y avait déjà eu des réformes sur ce sujet comme BAL 1, BAL 2. Très simplement, on a constaté qu'elles n'avaient pas vraiment été efficaces, même si c'était avant la crise. Vous dites qu'il faut mesurer bien les réformes BAL 3, il faut bien la mesurer pour éviter justement d'étouffer le système financier. Comment faire pour bien juger, parce que on a vu que les précédentes réformes en fait avaient été peut-être un petit peu sur cet esprit mal jaugé et pas assez percutante pour la finance. Merci beaucoup. Alors Christian Noyer, comment faire pour attraper efficacement le voleur et que le gendarme ne court pas sans cesse en vain après le voleur? Bon, d'abord sur BAL 1, BAL 2, BAL 3, c'est vrai que c'est la même philosophie. Fondamentalement, ça consiste à dire, nous nous mettons d'accord au niveau international pour pas qu'il y ait de fuite et d'arbitrage réglementaire sur une idée assez simple qui consiste à dire, il faut que toutes les institutions aient un certain niveau de capital au minimum comparé avec l'ensemble de leurs risques pondérés. Alors ensuite, le détail est comment est-ce qu'on pondère les risques et quel niveau de capital on demande. BAL 1, c'était assez fruste, on avait une règle générale. On a voulu sophistiquer avec BAL 2 en orientant notamment les grandes banques vers des modèles de calcul des risques, en principe contrôlés par les superviseurs. À vrai dire, certains superviseurs ont fait l'investissement, c'est un investissement considérable, d'autres ne l'ont pas complètement fait ou très imparfaitement fait. Donc qu'est-ce qu'on fait avec BAL 3 ? On dit, on augmente fortement le niveau de fonds propres requis par rapport à BAL 2, on augmente la pondération, en particulier des risques de marché qui ont prouvé qu'ils étaient mal calibrés. On ajoute des règles de liquidité et de transformation à ce qui n'était que des règles de solvabilité. On ajoute une règle de levier, ça a été cité dans une des interventions, qui elle est très frustre, mais qui est une espèce de backstop, nous s'assurer qu'un calcul faussé des risques ne conduirait pas à des effets de levier complètement fous. Et on regarde aussi, ce qui est moins souvent cité, la qualité des fonds propres. Il y avait eu dans BAL 1, BAL 2 beaucoup trop d'utilisation d'instruments de fonds propres de mauvaise qualité, des instruments hybrides, divers et variés. Là, l'imagination était très grande. Donc, au fond, c'est la même philosophie, mais beaucoup plus exigeante. Et on essaye de calibrer à un niveau qui est suffisamment exigeant et pas trop pour ne pas tuer la distribution du crédit. Votre analyse est tout à fait exacte. Mais il y a d'autres volets qui vont avec et qui complètent.
Par exemple, ça a été longuement décrit, je le mentionne simplement, la règle sur les dérivés OTC, les dérivés, dire que nous voulons que le plus possible les dérivés aillent vers des chambres de compensation, que dans tous les cas de figure, ils doivent être enregistrés de façon à ce que les régulateurs aient une vision globale des risques, qu'on voit comment on peut arriver à faire un netting réel et pas un empilement de risques. Ce genre de réforme est considérable. Il ne faut pas oublier que Lehman Brothers est mort en grande partie de l'empilement de dérivés. Et surtout, il y a eu une contagion extraordinaire à partir du défaut de Lehman, parce que tout le monde avait traité des dérivés avec Lehman dans le monde entier. Donc s'assurer que ça n'est plus opaque, mais qu'on sait exactement qui fait quoi et qu'on peut maîtriser le niveau de ces risques-là, c'est très important. Et puis, ça a été cité aussi, les règles de résolution, savoir que s'il y a un accident, on sait comment faire pour déconstruire une banque sans accident. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Allez, la parole est à la salle. Oui, je ne pourrais pas faire plaisir à tout le monde. Monsieur, vous avez été le premier à lever votre... Oui, alors, je peux poser ma question? Oh bah, oui. Je vous vois même pas. Vous êtes où? En haut, au poulailler. Ouais, allez-y. Merci, monsieur. Jean-Jacques Alexandre Suéris, maître de conférence juriste, AMU, ex-Marseille Université. J'ai entendu de la voix de notre ami docteur Allemand que le marché financier doit refléter l'économie réelle. Et ma question est destinée à chacun des intervenants de ce panel. Ça. Est-ce que le modèle de la finance islamique peut être un outil pour bien servir l'économie réelle? Y a-t-il un spécialiste de la finance islamique parmi nous? Eric? Non? Je ne suis pas un spécialiste, mais je m'y suis intéressé il y a quelques années. Je dirais que, en tout cas, ça correspond à la volonté, disons, de s'émanciper de normes imposées dans d'autres environnements de culture. C'est ce qu'on peut appeler l'esprit des lois. Maintenant, je ne pense pas que ça soit vraiment un corpus unique, hein, parce qu'il y a autant de normes de finance islamique qu'il y a de chaires. Et en Indonésie, à Dubaï, c'est dans d'autres endroits, les pratiques interdites ou les formes des contrats ne sont pas jugées identiques et légitimes. Donc je pense que ça reste encore un secteur qui est en croissance, mais qui n'est pas très discipliné. Merci Eric. Le monsieur là-bas. Olivier Gillot, fonds d'investissement. La réglementation incite les banquiers et les assureurs à investir leurs fonds propres davantage en dette souveraine qu'en prêt auprès des sociétés ou des PME. Est-ce que cela met-il la finance au service de l'économie? Philippe Val. Aujourd'hui, les obligations souveraines, sauf sur la Grèce, ont montré qu'elles avaient, par soutien de l'ensemble du système, un risque réel, avéré, qui est plutôt moindre que le risque du reste de l'économie. Donc, je crois que ce qu'il faut surtout faire, c'est éviter, comme dans Solvency II, des règles qui défavorisent, par exemple, l'investissement en actions. Ce serait donc pas pénaliser le financement des obligations souveraines, parce qu'il faut financer le développement des pays et la dette publique, mais ne pas pénaliser l'investissement en actions, ce qui est fait dans Solvency II. Donc vous avez raison sur Solvency II. Merci. J'aurais aimé donner la parole à Michel Sicurel, qui n'est pas d'accord avec Philippe Val, je me permets juste de le mentionner, mais je préfère prendre une autre question. Monsieur au premier rang, allez. On aurait bien aimé que les banques prêtent un peu plus facilement pendant la crise. Et moi, je vais vous dire, quand j'entends ici ce discours, pour moi, le mot régulation égale bonne raison pour ne pas prêter de l'argent. Allez, Michel Sicurel. Même si c'était Philippe Val qui était... Allez, mais il vient déjà de répondre. Allez, concrètement, trop frileux, tout ça?
Non, c'est pas tout à fait vrai, mais simplement, il faut dire, je voudrais juste citer un fait, puisque je vois ça, je suis administrateur de la Société Générale. À la Société Générale, qui est peut-être un cas singulier, mais pas complètement, entre 2006 et aujourd'hui, le return on equity de la banque d'investissement a été divisé par 3. Et naturellement, c'est pas seulement la régulation qui est fauteur de troubles, mais naturellement, ça a un certain effet. Aujourd'hui, typiquement, la banque d'investissement rapporte moins que la banque privée, qui ne comporte aucun risque, ou pratiquement aucun risque. Donc en réalité, il y a un sujet, mais ce que j'imagine, enfin franchement, là je parle sous le contrôle notamment de Christian Noyer, de Philippe Val qui dirige une grande banque, etc. Mais j'imagine que progressivement, on va s'orienter vers un système plus américain où les banques seront intermédiaires de crédits qui seront faits par les marchés. Et j'en profite pour dire à Philippe Val que les obligations corporate se sont plutôt un peu mieux comportées que les obligations souveraines. Donc ça devrait pouvoir... Alors un jour ou l'autre, on inventera des obligations collectives qui viendront financer les PME. Enfin, je suis certain qu'il y a des innovations à faire et on en a besoin. Allez, je prends une dernière question. Allez, monsieur là-bas. C'était la dernière. Et après, vous attendez tous, évidemment, avec impatience, la conclusion de Jean-Paul Paulin. Et donc, je ne voudrais pas vous frustrer. Merci. Uliano Mercuri, entrepreneur, il est arrivé que des États ne pouvant plus rembourser ont préféré liquider leurs créanciers et parfois physiquement, dans l'histoire bien sûr. Compte tenu de l'importance de la dette souveraine, est-ce qu'il est envisageable une annulation complète de la dette? Christian Noyer. Oui. Alors, quand on dit annuler la dette, on pense que ce sont les banquiers qui ont la dette et que personne d'autre n'en souffrira. Alors, il faut bien voir qui sont les victimes quand on annule la dette. Ce sont les gens qui possèdent des contrats d'assurance vie, éventuellement les clients des banquiers s'ils font faillite et si personne ne peut les renflouer. Évidemment, les États peuvent les renflouer ensuite, c'est-à-dire, mais ça ne marche que si on crée de la fausse monnaie, sinon tout le monde est en faillite en cascade, etc. Et les gens qui possèdent des SICAV, qui ont des obligations qui ne valent plus rien, enfin bref, organiser la faillite généralisée, ça a quand même des effets de bord. Donc en réalité, et si la faillite n'est pas généralisée, mais elle est simplement le fait d'un ou deux États qui disent au fond, pourquoi est-ce que je rembourserais? Il y en a d'autres qui ne remboursent pas, je vivrais beaucoup mieux sans. À supposer que ceux qui lui ont prêté survivent, ils ne sont pas prêts de lui reprêter ou lui reprêtons à des taux extraordinairement supérieurs. Et on voit bien que même l'influence, quand un État comme la Grèce, qui ne peut plus, décide de ne pas rembourser, il y a un certain nombre d'autres États sur lesquels se lève la suspicion et qui immédiatement voient leur coût se renchérir considérablement. Donc cette idée qu'on ne rembourse pas, bon, dans le passé, effectivement, pour assurer que ça se passait comme ça, on tranchait la tête ou on brûlait les financiers qui avaient prêté. Bon, ça marche si ce sont vraiment les financiers qui ont prêté, si c'est leur fortune. Après tout, on peut se passer de ces individus. Évidemment, ils ne sont plus là pour vous reprêter le coup d'après. Donc il faut passer un certain temps ou trouver d'autres gens qui soient prêts à les relayer. Mais je pense que cette idée simple est quand même une idée extraordinairement dangereuse. Merci beaucoup, j'aurais vraiment aimé prolonger cette séance de questions-réponses, mais malheureusement, nous n'en avons plus le temps. Je passe immédiatement la parole à Jean-Paul Paulin du Cercle des économistes pour la conclusion de cette séance très riche.
Merci. Oui, en effet, elle était très riche. Alors, à la question de savoir s'il y avait une dictature de la finance, à l'unanimité, le jury a répondu non. Je crois au moins à la grande majorité. Par contre, quand même, il a été dit qu'il fallait remettre la finance au service de l'économie, et Philippe Val a rajouté l'histoire du serviteur et du maître, de sorte que les choses ne sont peut-être pas aussi simples. Elles ne sont pas aussi simples parce qu'au fond, tous les intervenants ont quand même insisté sur l'existence de dysfonctionnements dans le fonctionnement du système financier, qu'il s'agisse d'ailleurs des institutions financières aussi bien que des marchés. Je n'ai pas fait la liste, mais parmi quand même les problèmes nécessitant régulation, moi je retiendrai volontiers l'histoire de la comptabilité en valeur de marché, qui me paraît en effet une question extrêmement importante, et je n'ai jamais compris d'ailleurs comment disons le lobby bancaire, si vous me permettez le terme, qui est si puissant par ailleurs, a été incapable de s'opposer plus efficacement à cette question qui me paraît beaucoup plus fondamentale que la question des fonds propres ou même de la liquidité. Donc, au total, il faudra une régulation. Cette régulation, chacun la voit effectivement à géométrie variable en fonction de ses idées, inspirations, tendances. J'aimerais bien au fond reprendre là aussi ce qu'a dit finalement Philippe Val. Cette régulation, elle doit être permanente parce que les dysfonctionnements de la finance sont nombreux et la finance est plastique. Elle sait en effet se modifier dans le temps, elle sait faire de l'arbitrage réglementaire, et pour cette raison, la régulation doit en effet s'adapter, ce qui est sans doute le défi le plus important qu'elle a à relever.